Mais, me direz-vous, nous vous avons demandé de parler des femmes et de la fiction. En quoi cela a-t-il à voir avec une chambre à soi? Je vais tenter de l'expliquer. Permettez-moi d'imaginer ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, disons, Judith. Shakespeare lui-même fréquenta vraisemblablement une école où on lui enseigna le latin, les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons tous qu'il était un garçon sauvage qui braconnait les lapins et qu'il épousa une femme de son quartier qui lui donna un enfant. Cette aventure l'encouragea à chercher sa fortune à Londres. Il semble qu'il avait du goût pour le théâtre. Il commença comme gardien de chevaux à l'entrée des artistes. Peu après, il devint un acteur populaire et vécut au centre de l'univers, connaissant tout le monde, exerçant son art sur les planches et son esprit dans les rues. Pendant ce temps, sa sœur merveilleusement douée, continuons d'imaginer, restait à la maison. Elle avait autant que son frère le goût de l'aventure, était aussi pleine d'imagination que lui et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. De temps à autre, elle prenait un livre, de son frère peut-être. Mais ses parents arrivaient, qui lui disaient de raccommoder les chaussettes et de ne pas perdre son temps avec des livres. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette. Bientôt, on la fiança au fils du négociant en laine du quartier. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur. Elle rassembla dans un petit paquet ses effets et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle disait qu'elle voulait jouer. Le directeur éclata de rire. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. Il fit allusion à ce que vous devinez. Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlait du désir de se repaître de la vie des hommes et des femmes, d'étudier leurs divers comportements. En fin de compte, l'acteur-directeur se prit de pitié pour elle. Elle tomba enceinte de cet homme, puis se tua par une nuit d'hiver et repose à quelques croisements où les omnibus s'arrêtent à présent. Je crois que c'est ainsi, à peu de choses près, que se serait déroulée l'histoire si une femme du temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Mais pouvez-vous m'objecter? Pourquoi attachez-vous si grande importance au fait que les femmes puissent écrire des livres? Mes mobiles, permettez-moi de l'admettre, sont en partie égoïstes. Comme la plupart des Anglaises dépourvues d'instruction, j'aime lire. Dernièrement, mon régime est devenu un peu monotone. L'histoire s'occupe trop de guerre, la biographie trop des grands hommes. C'est pourquoi je voudrais vous demander d'écrire des livres de tout genre, sans hésiter devant aucun sujet, quelle qu'en soit la banalité ou l'étendue. Si vous vouliez me faire plaisir, et à des milliers d'autres que moi, vous écririez des livres de voyage et d'aventure, de recherche et d'érudition, d'histoire et de biographie, de critique et de philosophie et de science. Et ce faisant, vous enrichiriez l'art de la fiction, car les livres s'influencent, pour ainsi dire, réciproquement. Mes mobiles n'étaient pas complètement égoïstes. Il me vient la conviction, ou s'agit-il d'un instinct, que les bons livres sont désirables et que les écrivains, même lorsqu'ils montrent toutes les variétés des perversions humaines, n'en sont pas moins de bons êtres humains. Aussi, quand je vous demande d'écrire plus de livres, je vous invite à faire ce qui sera un bien pour vous et le monde en général. Qu'entend-on par réalité? Cela semble quelque chose de très changeant, sur quoi on ne peut compter. Or, l'écrivain, me semble-t-il, a la chance de vivre
plus que tout autre en présence de cette réalité. C'est son rôle de la trouver, de la recueillir et de la communiquer. C'est du moins ce que je conclus de la lecture de Lear ou de Emma ou de À la recherche du temps perdu. Car la lecture de ces livres semble produire sur les sens une opération curieuse. Il semble qu'on voit avec plus d'intensité après les avoir lus, que le monde a été dépouillé de son enveloppe, doué d'une vie plus intense. Lorsque je vous demande de gagner de l'argent et d'avoir une chambre à vous, je vous demande de vivre en présence de la réalité, une vie vivifiante, semble-t-il, que vous puissiez la transmettre ou non. Je vous ai dit, au cours de cette conférence, que Shakespeare avait une sœur. Mais ne la cherchez pas dans la vie du poète écrite par Sir Sidney Lee. Elle vit en vous et en moi et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit, car les grands poètes ne meurent pas. Ils sont des présences éternelles. Ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare. Car ma conviction est que, si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle, et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus, et que nous avons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls, si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous voyons les humains non pas seulement dans leurs rapports les uns avec les autres, mais dans leurs relations avec la réalité, et aussi le ciel, et les arbres, et le reste, en fonction de ce qu'ils sont, si nous affrontons le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher, mais que nous marchons seuls et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité et non seulement avec le monde des hommes et des femmes, alors l'occasion se présentera pour la défunte femme poète qu'était la sœur de Shakespeare, de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a fallu renoncer si souvent. Tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières, ainsi que le fit son frère avant elle, elle naîtra enfin. Les manifestantes avancent en tenant tout un livre dans une main levée. Les visages sont remarquables par leur beauté. Leur foule, compacte, déferle sur la place, rapide, quoique sans violence, portée par le mouvement interne que lui impose sa propre masse. D'énormes mouvements s'effectuent en divers points de la place quand les manifestantes tentent de s'arrêter autour des groupes d'une ou de plusieurs parleuses. Mais elles sont immédiatement poussées, entraînées, par les milliers de jeunes femmes qui les suivent et qui s'arrêtent à leur tour. Malgré les perturbations que les mouvements particuliers font subir à l'ordre général, il n'y a pas de piétinement, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de course subite et forcée. Les parleuses peuvent se tenir immobiles. À un moment donné, la foule amorce un mouvement général d'arrêt. Il lui faut quelque temps pour s'immobiliser tout à fait. Là-bas, des allocutions ont commencé. Les voix dans les haut-parleurs sollicitent l'attention des manifestantes. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble, elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Par grand vent, les feuilles tombent des arbres. On va les ramasser dans des corbeilles à pain. Certaines, à peine touchées, pourrissent. Elles s'éparpillent dans les prés, dans les bois. Il y a dans les paniers des feuilles de châtaignier, de charme, d'érable, de gyrophilier, de gaillac, de copailler, de chêne, de mandarinier, de saule,
de hêtres rouges, d'ormes, de platanes, de térébinthes, de latanies, de myrtes. Thébaïr Jad les disperse dans la salle en criant « Mes amis, ne vous laissez pas abuser par votre imagination. Vous vous comparez entre vous aux fruits du châtaignier, aux clous de girofle, aux mandarines, aux oranges vertes, mais vous n'êtes que les fruits de l'apparence. Comme les feuilles, au moindre souffle vous vous envolez, si belle que vous soyez, si forte, si légère, d'un entendement si subtil, si prompte. Redoutez la dispersion. Restez jointes comme les caractères d'un livre, ne quittez pas le recueil. Sur les tas de feuilles, elles sont assises en se donnant la main, en regardant au dehors les nuages qui passent. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu, à leur gré, exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal. Aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elles alors entonnent une chant célèbre qui commence par « Malgré tous les maux dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à 3 pieds. » Elle dit « Ne courbe pas la tête », comme quelqu'une qui est vaincue. Elle dit « Réveille-toi, reprends courage. La lutte est longue, la lutte est difficile, mais le pouvoir est au bout du fusil. » Tout alors crie leur enthousiasme de toute leur force. Je suis née à Oran. La rue a été pour moi une joie, partagée avec les enfants des immeubles. Mais j'ai été une petite fille révoltée parce que j'aurais aimé être un garçon. Jouer au foot sur le gazon, les mains dans les poches, sifflant comme Gavroche. Mais je suis une fille. Canevas, fil, aiguille, panoplie de la femme. Tout me paraît infâme. Je voudrais grandir, faire valoir mes droits. Travailler dans des endroits où, reconnue comme femme dans cette société, je réclame l'égalité dans le travail, mon intelligence pour gouvernail. Je ne veux plus être un garçon. J'ai ma place sur le gazon. Je remercie les filles qui jouent dans les clubs de foot et de rugby, qui sont sur le gazon. Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie, l'art de la servilité. On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. Ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire, ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué, qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve à gros bide et look pourri,
pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes, ou des remarques dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe. La chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je me croyais bonne comme Greta Garbo. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacé, bien écouté, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bellâtre a à raconter. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses. Les petites choses, mignonnes, féminines. Mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, c'est viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du temps est viril. Ça n'a pas tellement changé en 40 ans. La seule avancée notoire, c'est que maintenant, on peut les entretenir. Parce que le travail alimentaire, c'est trop contraignant pour les hommes, qui sont des artistes, des penseurs, des personnages complexes et terriblement fragiles. Le SMIC, c'est plutôt aux femmes de le gagner. Évidemment, en prime, il faudra comprendre que ça puisse les rendre violents ou désagréables d'être entretenus. Si on croit que c'est facile quand on est de la race des grands chasseurs, de ne pas être celui qui ramène la nourriture au foyer, les hommes, c'est cool, on passe notre temps à les comprendre. Car le désespoir grandiose, lui aussi, a un sexe. Nous, ce qu'on pratique, c'est le gémissement plaintif. Je ne dis pas qu'être une femme est en soi une contrainte pénible, mais il y en a qui font ça très bien. C'est l'obligation qui est dégradante. Les grandes séductrices, évidemment que c'est le top du hip-hop en manière de divinité locale. Patineuses artistiques aussi, c'est classe. On ne nous demande pas d'être toutes patineuses pour autant. Écuyère aussi, ça a son charme. On ne te ramène pas une selle et un cheval du moment que tu veux exister.